Vous allez voir, il va me jeter après. Donc, regardez bien, c'est une idée un peu allez, très simple, mais surtout qu'elle n'est pas, euh, elle est un peu c'est un théorème très connu des économistes, n'est-ce pas? C'est un théorème qui s'appelle le théorème de l'épuisement du produit. Pour euh, en même temps euh, donner une autre façon de présenter la macroéconomie néoclassique. La macroéconomie néoclassique, j'en ai parlé à travers le modèle d'équilibre général de Walras, n'est-ce pas? Et je vais essayer de la présenter d'une manière un peu différente. En effet, keynésien, je crois qu'il a coupé là.
le salaud. Je reprends. Dans la troisième version du PIB, il y a plusieurs versions. Le fait que le PIB soit la somme des revenus, c'est aussi plusieurs versions de revenus. Ça peut être la somme des revenus primaires versés par les secteurs institutionnels résidents. Ça veut dire ménages et entreprises et États qui travaillent dans le territoire économique. Ils ne sont pas nécessairement français. Ils peuvent être étrangers. Je vous ai donné l'exemple de McDonald's et d'IBM. Ils sont comptés dans le PIB français. Donc, quand ils versent des revenus, ils peuvent les verser à des Français et à des non-Français. Donc, le PIB est comme étant la somme des revenus primaires versés parce qu'il y a des revenus secondaires. Les revenus primaires, toujours, quand est-ce qu'il coupe? Quand est-ce qu'il reprend après avoir coupé? Donc, les revenus primaires, ce sont les revenus que l'on obtient à la suite parce qu'on a la rémunération d'un facteur que l'on possède, du capital, ou du travail que l'on a fourni, un salaire. Ça s'appelle des revenus primaires. Eh bien, les revenus primaires par les secteurs institutionnels résidents. Ça veut dire que c'est qu'en revenu primaire, c'est ça le PIB d'un pays. Ça veut dire que dans ce PIB, calculé ainsi, c'est un produit intérieur. Tout ne revient pas aux Français. Parce qu'une bonne partie, une partie significative, va être versée à des étrangers. C'est pour cela que ça ne définit pas le RNB, tout ceci. Mais si je reste au revenu primaire versé, c'est-à-dire le PIB, eh bien, ce PIB, il est, normalement, j'en ai donné une autre expression, parce qu'il y a plusieurs définitions de cette troisième définition. Et une autre définition de ce PIB, c'est qu'il est la somme des salaires, qui sont des revenus primaires, plus la somme des profits, qui sont des revenus primaires, du fait que ces bénéficiaires de profits ont ou possèdent des capitaux, plus, rappelez-vous, vérifiez dans ce que vous avez écrit hier, plus des impôts sur les produits, nets des subventions sur les produits. Si on oublie l'État, On résume cette définition en disant que c'est la somme des salaires et des profits versés par les secteurs institutionnels résidents. C'est ça, la somme des revenus primaires. La somme des salaires et des profits versés par les agents ou les unités institutionnelles résidentes. Je vais écrire ça au tableau.
si l'un de vous peut éteindre la lumière, ne bougez pas. Je vais le faire moi-même pour ne pas bouger les chaises, parce que la lumière réfléchit sur l'écran et on ne voit pas le tableau, on ne voit pas ce que je vais écrire au tableau. Non, ne dors pas, Maxence. Je vais rallumer dans quelques instants. Je vais rallumer. Alors, on va dire que le PIB Y égale la somme des salaires plus la somme des profits. Écrit comme ça, c'est ça qui m'a rappelé. Je vais m'approcher de ce maudit micro. Écrit comme ça, Y égale salaire plus profit. Ceci est l'expression de ce théorème de l'épuisement du produit, qui est un théorème néoclassique, qui dit que le produit dans une économie, donc c'est macroéconomique, le produit dans une économie il est exactement égal à la somme des revenus qui rémunèrent le travail et des revenus qui rémunèrent le capital. Y égale F de K et de L implique que Y s'épuise en K et L. On a deux facteurs de production, eh bien, permettent de produire ou de créer une richesse et une production ici qui est entièrement épuisée à la rémunération du capital et du travail, donc de ces deux facteurs. Alors, ceci rejoint une chose qu'on a expliquée dans le modèle néoclassique de Walras, l'idée que, notez bien, essayez de vous rappeler, si vous ne vous rappelez pas, vous me le dites. Ça rappelle un principe qu'on a vu dans la théorie néoclassique et surtout de manière plus précise dans les conditions de marché libre et concurrentiel de Walras, l'idée que à l'équilibre de l'économie, il n'y a pas de surprofit. Il n'y a que des profits normaux. Quand l'économie est à l'équilibre, ce qu'elle produit permet juste de payer la rémunération de ces facteurs de production et rien de plus. Donc, le PIB, qui est la richesse créée pendant une année, elle est juste égale à la somme des rémunérations des facteurs qui ont participé à la création de cette richesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de profit, on va dire, au-delà de ce qui est normal pour payer pour rémunérer le capital.
l'épuisement de l'huile. Vous avez une démonstration mathématique que je ne vais pas faire devant vous au tableau, mais je vais la citer simplement oralement. Et je ne veux pas vous prendre la tête avec sa démonstration mathématique, qui est très simple, mais je ne vous demande pas de la supporter. À quoi est égale la rémunération de chacun des facteurs selon la théorie néoclassique? Qu'est-ce qui peut me rappeler à quoi est égale la rémunération d'un facteur, n'importe lequel, dans la théorie néoclassique? C'est une question que je pose très souvent dans les examens. Faites bien attention. C'est une question d'examen. Qu'est-ce qui peut me dire quoi est égale la rémunération d'un facteur? Bien, vous l'avez noté il y a quelques temps. Dans la théorie néoclassique, un facteur est rémunéré à sa productivité marginale, Maxence. Marginale. Chaque facteur est rémunéré à sa productivité marginale. Ça veut dire, regardez bien ce que j'écris au tableau. Le capital, il sera rémunéré à la productivité marginale du capital que je note Y'K. Le travail sera rémunéré à sa productivité marginale du travail qui sera noté Y'. Y' pour dire la dérivée de la fonction de production Y par rapport à L. D'accord? Regardez bien, s'il vous plaît. J'ai dit que je ne vais pas la faire à la démonstration, mais vous allez la faire en mathématiques avec votre prof, M. Fakfak. Vous allez la faire. Peut-être que vous l'avez déjà faite. Ça veut dire que cette productivité du travail fois la quantité de travail. Ceci, c'est la rémunération totale du travail. Vous suivez? Pensez à Y'L comme étant W, tout simplement. De travail, c'est capital. Et ça donne la rémunération totale du capital dans l'économie. Pensez à petit r, par exemple. Si ça, c'est petit w, w, c'est-à-dire le salaire. Et le eh bien, je répète, hein, Y est égal à Y'K fois K plus Y'L fois L, exactement ni plus ni moins.
y est égal au le grand B. Mais le salaire moyen dans les permet juste de d'autres profits anormaux, ni de salaire du produit. Pourquoi les néoclassiques en font toute une sorte de victoire? C'est un succès chez les néoclassiques, cette écriture. Un succès qui les rend, passant juste au-dessus, là, écrit de cette Y'K fois K plus Y'L fois L, c'est en fait un mathématique qui a été démontré de l'épuisement du produit. En fait, c'est une expression macroéconomique du théorème de l'air. Et vous allez me dire si vous avez fait le théorème de l'air avec M. Fakfak. Eh bien, vous allez le faire. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de l'air? Euler s'écrit comme ça. Euler, le théorème de l'air. Euler, fonction sous certaines conditions de continuité de tout le bazar qu'on a habituellement en mathématiques, les fonctions continues, dérivables, n'est-ce pas? Cette fonction comme étant la somme de ces différentes dérivées partielles. Y', c'est la dérivée de Y partiellement par rapport à K, L supposé constant de travail. Fois K. Donc, en gros, si vous voulez, si vous avez, regardez bien, essayez de le comprendre en bon français sans notation. Vous allez le faire avec M. Fakfak, avec un peu de bazar mathématique qui vous donne un peu, vous met un peu de poudre dans les yeux, mais l'idée est très simple. Sous certaines conditions de dérivabilité, de continuité, une fonction, elle peut être retrouvée. On peut retrouver sa valeur en faisant ces arguments, K, L, T, ce que vous voulez, chacune de ces dérivées partielles multipliées par le facteur ou l'argument par lequel on a dérivé. Par exemple, si une fonction z est égale à une fonction f de x et de y, n'est-ce pas? Bien, vous dérivez f par rapport à y, vous le multipliez par y, et vous lui rajoutez la dérivée de ce f, cette fonction f par rapport à quoi encore, je dis? Donc, j'ai x et y. Fonction de x et y égale. Vous faites la dérivée de x, plus dérivée de f par rapport à y fois y, vous trouverez la valeur z. Tout simplement. Sous certaines conditions de dérivabilité, de continuité, etc. Eh bien,
Ça a été démontré par Euler pour toute fonction mathématique qui remplit ces fonctions, ces conditions-là. Et ils étaient heureux de retrouver ça dans l'économie, que le produit d'une économie est égal à la somme des rémunérations de tous les facteurs de cette économie, chacune multipliée par chacune des rémunérations multipliée par la quantité de ce facteur qu'on rémunère. Mathématiques, les fonctions qu'on appelle comment? Non, c'est des fonctions homogènes de degré 1, 2, 3, n. Vous avez fait ça, non? Non, pas encore? Eh bien, regardez. Vous n'avez pas fait les fonctions homogènes de degré 1, 2, 3, 4? En tout cas, vous notez que si on se de l'air, il est en rapport avec un cas qui sont très utilisés l'épuisement du produit. Deuxième utilisation en économie, c'est dans les définitions des rendements d'échelle croissants, constants, décroissants que j'ai expliqué il y a déjà 1 ou 2 semaines. Si vous avez pas assisté à cette explication, elle se trouve dans l'une des ça s'appelle le théorème de l'air, tout simplement, en économie, en macroéconomie. Je vais passer maintenant à autre chose. Je vais passer à autre chose. Cette autre chose est la suivante. Je vais vous rappeler que... Alors, je vais changer de tableau et passer à une idée suivante. Vous vous rappelez que dans les fonctions, dans les équations fondamentales du circuit, vous vous rappelez, il y en avait combien? Très bien, jeune homme. Il y a 3 équations fondamentales du circuit. Si je simplifie un peu ces fonctions, ces équations, la première, j'espère que c'est lisible, il ne faut pas que je dépasse ce niveau-là, comme ça. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première, n'est-ce pas? Qu'on note équation fondamentale du circuit numéro 1. C'est comme ça qu'on l'a fait. Hein? Des fois, je change de notation. La 2, c'est laquelle? Qui peut me la rappeler? Allez. C'est après avoir payé les taxes. C'est simple. Il n'y a pas besoin de la retenir par cœur. Qu'est-ce que vous faites de votre revenu? Vous consommez, mais vous ne consommez pas tout parce que vous n'êtes pas
Hein? Vous prenez un peu de précaution, gardez un peu d'épargne, mais vous pensez à payer les impôts. Hein? Voilà. Et la première, c'est l'équation qu'on appelle l'équation de l'équilibre ressources-emploi d'une économie. N'est-ce pas? Ça, c'est l'équation des dépenses finales. Et ça, c'est l'équation de l'utilisation du revenu. La somme de ces deux équations, vous les simplifiez, vous trouverez qu'on a l'équation fondamentale du circuit numéro 3. N'est-ce pas? Qui peut me la dicter? I moins S ou S moins I. Faites attention dans l'écriture. C'est comme ça que je vous piège. Qui peut me la rappeler? Attention, quand vous écrivez I moins S ou S moins I, ça change. Hein? Vas-y. S. Bon, ce n'est pas celle que je cherchais. Mais elle est bonne aussi. Oui. Plus. Parle plus fort. Égal ou plus? I plus G. Ensuite, c'est tout? C'est faux. C'est faux. Tu m'as donné celle où il y a deux pôles seulement. Donne-moi la dernière où il y a X et M. Ben oui, il y en a plusieurs versions. Une à deux pôles, une à trois pôles, une à quatre pôles. Attention. Voilà. Attention, ça ne veut pas dire que celle que tu m'as donnée au début est fausse. Hein? Mais elle est dans l'exemple où il n'y a que trois pôles. Ce n'est pas faux. Mais il n'y a pas X et M. Tu as compris? Voilà. I moins S. Voilà. Maintenant qu'il y a X et M, ça veut dire que vous êtes dans la version finale, qui est la plus étoffée. Égal? Voilà. Je répète encore une fois, ce n'est pas faux ce que tu m'as donné, mais simplement, c'est la version où il n'y a pas de l'étranger. Il n'y a pas l'étranger. Elle n'est pas fausse, attention. Vous voyez comment dans un QCM, une équation comme ça fait, je peux en faire 30 questions différentes. Vous comprenez? Donc, faites bien attention. Compris? Il y a de quoi faire 36 000 questions là-dedans. Vous avez trois versions avec trois équations et je vais en faire une quatrième là. OK? Doucement. Il fallait comme si tu étais dans un salon. On va lui allumer la lumière. Attends, il va se réveiller. Donc, vous vous rappelez qu'on a transformé cette équation en disant qu'on a y égale à a plus x moins m. Vous vous rappelez de ça? On a rajouté ça. C'est la même chose que la première. D'accord? Et on a appelé ceci balance commerciale. Et que lorsque une économie a absorption, c'est quoi l'absorption? C'est la somme des dépenses intérieures totales dans une économie en produits, en biens et services venant de tout intérieur aux produits à l'étranger, qu'ils soient des dépenses privées ou publiques, toutes les dépenses intérieures dans une économie. C'est ça l'absorption.
Et on a comparé l'absorption avec le produit. Qui ne produit, alors ça veut dire que sa balance commerciale est déficitaire parce qu'il bouffe plus qu'il ne produit. Et inversement. D'accord? Mais j'ai dit aussi que quand un pays vous avez compris? Ça veut dire que le compte courant est contient la, le compte commercial ou la balance commerciale est plus que ça, n'est-ce pas? Vous avez compris? Je finis une phrase. Je finis une phrase importante. La balance commerciale, elle s'appelle quelquefois le compte courant primaire. Notez-le comme ça. La balance commerciale s'appelle quelquefois le compte courant primaire. Ça veut dire le compte courant qui est dû au facteur primaire de production. Comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, le capital et le travail. Et le compte courant complet, c'est un compte courant qui contient le compte courant primaire et le compte courant secondaire. Quand on rajoute les autres revenus versés ou perçus par un pays qui viennent ou qui vont à l'étranger, nous obtiendrons un compte courant entier. Et donc, cette écriture du PIB égale A plus la balance commerciale. Si je mets le RNB, je trouve que c'est égal à A plus un compte courant qui est le compte courant primaire plus le compte courant secondaire. Et je vous expliquerai dans la suite, vous la verrez dans la vidéo suivante, qu'est-ce qui constitue le compte courant secondaire. Attention aux chaises. Doucement, doucement.